L'aube du 6 juin 1944 serait enregistrée à la mémoire du lieutenant Zuri Walter Olmson comme un cauchemar qui ne se dissiperait jamais. À 5 heures du matin, de son poste d'observation de la batterie de Krisk sur la côte de la Normandie, il a ajusté les jumelles avec déjà la main en anticipant l'horreur. Ce que ses yeux ont capturé à travers la brume du matin n'était pas seulement une flotte, c'était le spectre d'une puissance que la propagande nazie a jugée était impossible. Le canal Spot, jusque-là une fosse insurmontable qui protégeait le flanc ouest du Troisième Reich, était devenu une autoroute en acier, une marée infinie de navires qui s'étendait à l'endroit où la vue atteignait, fusionnant une masse sombre et menaçante qui a progressé implacable. Ils n'étaient pas des dizaines, pas des centaines, mais 6939 navires, un armée composée de 1213 navires de guerre, 4126 bateaux d'atterrissage, 736 navires auxiliaires et 864 navires marchands, tenus par plus de 195 000 marins alliés. À 5h52, la commande a ordonné à la batterie d'Olmson d'ouvrir le feu. 3 minutes plus tard, à 5h55, les premiers projectiles de leur canon Skoda de 210 mm ont coupé l'air vers la flotte invasive, des gouttes d'eau contre un tsunami métallique. Son unité a engagé l'US Tuscaloosa et l'USS Quincy USS Cruiser, ainsi que le Nevada USS. À 6h30, ces canons massacreraient l'USS Cory Destroyer, le seul navire de cette classe perdu par les États-Unis sur des. Du haut de son bunker en béton, que l'officier naval de 32 ans était devenu le premier Allemand à voir et à affronter l'invasion alliée de la forteresse européenne. Mais ce qu'Olmson a vu à travers son télémétrosès n'était pas seulement une opération militaire, c'était la matérialisation brutale d'une capacité industrielle que le régime nazi a nié existant. Ces navires n'ont pas seulement amené des soldats, ils ont paru la condamnation de la défaite avec eux, avançant 8 nœuds. En quelques heures, des officiers allemands de la Normandie assisteraient à une démonstration de force qui détruirait chaque illusion des limites de l'ennemi et marquerait le début de la fin des 1000 ans d'Hitler. Déjà la nuit précédente, les signes étaient inquiétants. Au siège du groupe Beermik de la Roche-Guyon, à 80 km de là, le haut commandement allemand pensait que les Alliés pouvaient se dérouler, au plus 20 divisions soutenues par environ 3000 navires, des calculs basés sur leurs propres limitations, leur propre rareté après 5 ans de conflit. Lorsque les premiers rayons de la lumière du soleil ont illuminé la côte de la Normandie le 6 juin, le observé. L'Allemand, de Cherbourg à Le Havre, a commencé à signaler l'impossible. Pas de centaines de navires, mais des milliers. Pas une attaque ponctuelle, mais la plus grande opération amphibie de l'histoire. À Ponto Strong WN-62, d'où la plage serait connue sous le nom d'Omaha, le soldat Gerrit Steinrich-So, un homme de 20 ans venant d'une ferme de Metzing, s'est penché contre la mitrailleuse à 5h45. Il n'avait jamais vu la mer avant d'être envoyé en Normandie. Maintenant, je ne voyais plus l'océan, juste de l'acier. Les navires partout, écrivait-il plus tard. Grands, petits, des plans comme le ferry, destructrices coupant les eaux comme des chiens de berger. L'horizon a disparu. J'ai essayé de le dire, mais j'ai abandonné quand j'en suis arrivé à 100. Ils étaient des milliers. Au cours des 80 km de l'invasion, les officiers et soldats allemands ont été pris par la même révélation terrifiante, ils ne sont pas confrontés à un ennemi juste plus nombreux, mais une puissance d'une autre ampleur. À 5h30, le bombardement naval a commencé. La flotte alliée avait 5 bottes, 20 croisés, 65 destroyers et 2 moniteurs. Pour les défenseurs allemands, c'était la première leçon de l'arithmétique industrielle américaine. L'USS Texas n'a tiré que 255 projectiles de leur canon de 356 mm au cours de la première heure, chacun pesant 635 livres. En 60 minutes, un seul navire avait lancé 178 tonnes d'explosifs, plus que de nombreux régiments d'artillerie allemands avaient en stock. Avant même que le premier soldat ne marche sur les plages, les forces navales alliées avaient déjà tiré environ 50 000 projectiles de destroyers, 23 000 croiseurs et 3 500 paquets, environ 130 000 tonnes de pouvoir destructeur. Le général de l'infanterie Günther Blumentritt, chef d'état-major du commandant suprême de l'Occident, résumerait plus tard, « Nous nous sommes préparés à lutter contre les soldats. Nous avons constaté que nous combattions des usines. » À 6 heures du matin, tandis que les grenades navales ont continué de réduire le mur de l'Atlantique en décombres, les Allemands ont assisté à la deuxième supériorité industrielle alliée. Le ciel était rempli de plans, pas de dizaines, pas de centaines, mais de milliers. Les forces aériennes alliées ont effectué plus de 14 000 triés à l'appui des atterrissages après avoir assuré la règle absolue des cieux. Luftwaffe, à son tour, avait environ 300 avions opérationnels dans toute la France. Au jour D, a réussi à effectuer 319 triés. Les Alliés, 14 674. Pour chaque avion allemand en l'air,
il y avait 46 ennemis. Les chiffres n'étaient pas seulement défavorables, ils étaient grotesques. Le major Joseph Prier, commandant de Jacques Geschwader 26, a effectué la seule frappe aérienne allemande contre les plages ce matin-là. Avec seulement son aile, Heinz Wodarczyk a survolé Sword Beach une fois avant de fuir des dizaines de combattants alliés. Cet épisode, enregistré dans de nombreux récits historiques, symbolisait l'effondrement total de la puissance aérienne allemande. Même face à cette tempête de feu, certains secteurs de la défense allemande croyaient encore résister. À Omaha, la 352e division d'infanterie a occupé des postes stratégiques sur les pics sur la plage. Les mitrailleuses bien posées et l'artillerie lourde attendaient les envahisseurs. Mais l'illusion de l'avantage tactique durerait sous peu. L'acier approchant et la marée de plomb ne connaissaient aucune limite. Les bunkers en béton, stratégiquement entrelacés, ont créé un réseau mortel de crossfire. Et c'est dans cet enfer que les premières vagues de l'infanterie américaine, les hommes des 1er et 29e divisions, se sont avancés vers ce qui allait devenir l'un des plus grands bains de sang de la guerre. À 6h30, lorsque les premiers soldats ont marché sur le sable d'Omaha, le ciel déchiré avec le rugissement des mitrailleuses. Parmi les nids de la résistance, la mort est descendue dans des rafales implacables. Un riche saut, derrière un MG-42 à Widerstandsnest 62, a tiré plus de 12 000 tirs ce matin-là, un nombre qu'il enregistrerait lui-même dans sa déclaration. De son poste, il a vu les soldats américains tomber sur les collines, d'abord aux dizaines, puis aux centaines. Les corps flottaient. Dans les vagues, la marée atteint en rouge. Pendant un moment, il semblait que le mur de l'Atlantique résisterait. Que l'Allemagne pourrait encore contenir le vol. Mais les destroyers sont arrivés. Vers 8 heures du matin, la situation à Omaha a critiqué au point que le général Omar Bradley considérait un retrait, ce qui est sans précédent s'est produit. Les destroyers américains, ignorant le risque de classement ou d'explosion dans le Mina, ont progressé jusqu'à 1000 mètres de la plage, une distance directe de tir à leur canon de 5 pouces. USS MC Cook, USS Karmic, USS Doyle et USS Frankfurt ont retourné leurs batteries contre les forces allemandes. À cette distance, il n'y avait aucun moyen de faire des erreurs. Ce moment, méticuleusement documenté dans les records navals, a marqué le tour. C'est alors que les officiers allemands ont commencé à comprendre le vrai sens de la puissance industrielle américaine. Il ne s'agissait pas seulement de la quantité de navires. C'était la volonté de les risquer, de les traiter comme des pièces jetables dans un conseil de guerre. L'USS Corrie a été perdue, mais d'autres ont pris leur place immédiatement. Les navires n'étaient pas des bijoux irréprochables, comme pour Kriegsmarine. C'étaient des outils. Et les États-Unis en avaient des milliers. Alors que le matin avançait, les observateurs allemands ont testé quelque chose qui a contesté toute la logique des opérations amphibies. Les navires d'atterrissage ont continué à venir, vague après vague, heure après heure. Un équipement implacable des hommes et des matériaux coulant de mer à la terre. La variété de navires spécialisés a laissé les Allemands étonnés, les LCT, LCTS, LCTS, ont déversé des chons de 30 tonnes directement sur la plage, le réservoir de navires de débarquement, LST, des géants de 100 mètres, roulé dans le sable et a ouvert leurs portes avant pour décharger les sociétés de chars entières, les produits de du coup, des combats, des combats, des combats, des combats de la côte, de la plage, et de la lutte contre les plissages, de l'amphibie. Au crépuscule, les Alliés avaient atterri environ 156 000 soldats à 132 715 en mer et 23 400 par avion. Une force majeure que toute la 7e armée allemande qui défendait la Normandie. Au cours des 24 premières heures, les dossiers officiels en témoignent, 156 000 hommes, 20 000 véhicules, 1700 chars et 15 000 tonnes de fournitures. La 7e armée allemande, responsable de toute la région, n'avait même pas 500 chars d'exploitation. Les Alliés ont atterri 3 fois ce nombre en une seule journée. La réponse allemande à l'invasion a révélé non seulement l'infériorité matérielle, mais un effondrement systémique face à une capacité ennemie écrasante. Les divisions légendaires de Panzer, qui avaient remporté la France en 6 semaines en 1940, étaient maintenant paralysées par la suprématie aérienne alliée et le feu d'expédition. La 21e division Panzer, la seule unité bordée assez près pour contre-attaquer le jour J, n'a commencé son avance qu'à 16 heures. Il faudrait 3 heures pour parcourir les 16 km entre Caen et la côte, une route qui, dans des conditions normales, se ferait en quelques minutes. Ce qui devrait être un coup dévastateur est devenu un défilé de véhicules ardents. Lorsque les Panzers survivants ont finalement engagé les forces britanniques près de Sword Beach, ils sont tombés sur le feu des canons navals, guidés par des observateurs avancés. Le HMS Warspite, à 15 miles de la côte,
a tiré 15 projectiles de 15 pouces, capables de percer tous les boucliers déjà fabriqués. SS Standartenführer Kurt Meyer, commandant du 25e régiment SS de Panzergrenadiers, écrit plus tard dans ses souvenirs, la supériorité matérielle de l'ennemi était si écrasante que notre propre force a été balayée comme une vague contre un rocher. Le 7 juin, JD+1, l'avion de reconnaissance allemande a apporté des photographies que les meilleurs officiers ont refusé de croire. Les Alliés ne capturaient pas les ports, ils les construisaient de rien dans la mer. Les ports Mulberry, chefs d'œuvre de l'ingénierie industrielle, ont contesté la compréhension, 600 000 tonnes de béton, 33 piards, 16 km. De routes flottantes, 93 navires ont délibérément coulé comme des pauses. En 2 semaines, ces ports artificiels ont déjà libéré 9000 tonnes de fournitures par jour, plus que de nombreux ports français en pleine opération. Les Allemands avaient passé 4 ans à renforcer le mur de l'Atlantique pour protéger les ports. Les Alliés ont simplement rendu les ports obsolètes. À mesure que June avançait, les commandants allemands ont commencé à réaliser l'ampleur de leur échec de l'intelligence. L'opération élaborée Fortitude avait convaincu Abwehr que les atterrissages en Normandie étaient une erreur. La véritable attaque viendrait en pas de Calais, dirigée par le premier groupe fictif d'armées américaines, aurait commandé par Patton. Pendant des semaines cruciales, les réserves allemandes sont restées immobilisées, attendant une invasion qui n'est jamais venue. Le général Leoger von Schweppenbourg, commandant du groupe Panzer Ouest, n'a découvert que l'arnaque uniquement lorsque des documents capturés ont révélé que Patton était en fait en Normandie, avant la 3e, très réelle armée américaine. À mesure que juin est devenu juillet, les rapports des officiers allemands à leurs supérieurs sont devenus de plus en plus désespérés. Le maréchal du maréchal von Rundstedt, commandant-chef de l'Ouest, a reçu un appel du maréchal d'OKW Wilhelm Keitel, nécessitant de savoir pourquoi l'invasion n'avait pas été repoussée. Lorsque Keitel a demandé ce qui devrait être fait, Rundstedt a répondu avec une phrase qui résonne dans l'histoire, « Faire la paix, vos idiots. Que pouvez-vous faire d'autre ?» Par la franchise, il a été immédiatement privé. Le 17 juin, le maréchal Erwin Rommel-Field a rencontré Hitler à Margival, en France. Selon des rapports documentés, Rommel avait des statistiques dévastatrices, la suprématie de l'air allié absolue, les divisions allemandes réduites à 30% de sa force et l'impossibilité du mouvement diurne dû au feu naval. La réponse d'Hitler ? Interdire tout retrait, nécessitant une résistance fanatique. Rommel a quitté la Réunion a convaincu que l'Allemagne a été condamnée. En moins d'un mois, il serait impliqué dans le complot du 20 juillet contre Hitler et serait contraint de se suicider. Hans Pedel, le chef d'état-major de Rommel, qui a survécu à la guerre a écrit plus tard dans Invasion 1944, Rommel et la campagne de Normandie, nous n'avons pas été vaincus par de meilleurs soldats ou une stratégie supérieure. Nous avons été enterrés par une avalanche de matériel. La bataille pour Caen a démontré la futilité de la résistance allemande. Le 7 juillet, 467 bombeurs lourds de RAF ont déversé 2500 tonnes de bombes au-dessus de la ville en 40 minutes, plus de puissance de feu que toute la Luftwaffe en France. La 12e division SS Panzer Hitler jugeant, l'une des meilleures unités allemandes, est entrée en Normandie avec 20 540 hommes et 150 chars. 6 semaines plus tard, il ne restait pas 300 soldats et il ne restait plus de chars, ayant perdu 8000 hommes sur le Sac-Falaise seul. Et puis est venue l'opération Cobra, la rupture américaine qui, à partir du 25 juillet, scellerait la destination de l'Allemagne en Occident. Produisez plus, bougez plus et innovez plus non seulement gagne, les écrasements. L'opération Cobra n'était pas une bataille, c'était une démonstration calculée de ce qui se passe lorsqu'une machine de guerre industrialisée atteint sa vitesse de pointe. 1 500 bombardiers lourds, 380 moyens et 550 combattants bombardés ont transformé un rectangle de 6000 sur 2200 yards en un enfer de 3300 tonnes d'explosifs. Le général Fritz Bayerlein, commandant de la division Panzerlehr, l'une des unités d'élite de Wehrmacht, a transmis un rapport qui ressemblait à une nécrologie, « Ma division a été anéantie. Nous ne combattons pas une armée. Nous combattons un complexe industriel. » Et il l'était. Panzerlehr, qui était entré en Normandie avec 190 chars et 16 000 hommes, a simplement cessé d'exister comme force de combat. Sur les 3000 soldats de la zone cible, 1000 sont morts instantanément, 1000 ont été blessés et 1000 étaient. Ils sont psychologiquement détruits et ne tiendront plus jamais une arme. Même les erreurs tragiques comme les 111 Américains tués et 490 blessés par des tirs amis, dont le lieutenant-général Leslie J. Emsener, l'officier américain le plus haut gradé tué au combat en Europe, ont été absorbés sans ébranler l'élan de l'opération. Lors de sa fermeture entre le 12 et le 21 août,
le sac de falaise devient le tombeau commun des forces allemandes en Normandie. Les chiffres sont apocalyptiques, entre 10 000 et 15 000 morts, 40 000 à 50 000 prisonniers, 344 chars et canons automoteurs détruits dans le seul secteur nord, 2447 véhicules abandonnés, 252 pièces d'artillerie perdues. Des 20 000 à 50 000 personnes qui ont réussi à s'échapper, il ne reste que des fragments désorganisés, ombre des divisions qui terrorisaient autrefois l'Europe. L'état-major allemand a mis du temps à comprendre qu'il n'était pas en train de perdre une campagne militaire mais qu'il était en train d'être effacé par une équation industrielle. Les chiffres de 1944 révèlent le gouffre, alors que l'Allemagne produisait 39 807 avions, 1854 chars à son pic mensuel, décembre, et 68 000 camions militaires, les États-Unis fabriquaient à eux seuls 96 000 avions, 29 000 chars et 650 000 camions sans compter la production britannique, canadienne ou soviétique. L'Allemagne a lutté contre le monde entier avec la capacité d'une nation moyenne, de plus en plus étouffée par les bombardements stratégiques. La production de guerre américaine s'élevait à 297 000 avions, 193 000 canons, 86 000 chars, 2 millions de camions et 41 milliards de munitions. Le général Franz Halder, ancien chef d'état-major, a résumé la situation avec le sang-froid d'après-guerre. En 1944, l'avantage allié en matière de production était de 5 contre 1. Pour les camions, il était de 10 contre 1. Nous n'avons pas été vaincus. Nous avons été mathématiquement éliminés. Mais les chiffres ne disent pas tout. Ce qui a brisé les officiers allemands n'était pas seulement une supériorité quantitative, c'était l'invalidation totale de leur cosmologie. Les jeunes lieutenants élevés sous le nazisme avaient été endoctrinés à croire que les Américains étaient mous, accros au luxe, incapables de supporter les rigueurs de la guerre. Au lieu de cela, ils ont découvert un ennemi qui disposait de machines pour faire le gros du travail, de radios pour coordonner chacun de leurs mouvements, de suffisamment de munitions pour s'entraîner sans lésiner et d'une confiance inébranlable qui venait du fait de savoir que derrière chaque soldat se trouvait une usine travaillant 24 heures sur 24. Le taux de suicide parmi les officiers allemands explose. La défaite était une chose, voir son univers idéologique s'effondrer en était une autre. Et puis est venu le choc technologique. Les fusées de proximité transformaient les tirs anti-aériens en un véritable rideau de mort. Les radars dirigeaient l'artillerie navale avec une précision chirurgicale, touchant des cibles à des kilomètres dès le premier tir. Les Ducos, des camions amphibies que les Allemands ne pouvaient même pas imaginer, résolvèrent des problèmes logistiques tandis que la Wehrmacht s'enfonçait dans la boue. Mais rien n'a plus impressionné, et terrifié, les officiers allemands que les Oberstföhni, des chars modifiés qui ont dégagé des champs de mines, posé des ponts, détruit des bunkers résolvant les problèmes tactiques avec l'ingénierie et non avec le sang. Et il y avait les canons navals. Le canon de 406 mm du HMS Rodney, capable de lancer des projectiles de 879 kg sur 37 km, réduisit les positions allemandes en poussière. L'USS Nevada, l'USS Texas et le HMS Warspeed transformèrent leur batterie principale en artillerie super lourde qui effaça toute résistance. Lorsque l'artillerie allemande tente de riposter, elle découvre la futilité du geste, les navires bougent. Et ils ont riposté. En juillet 1944, les mouvements de jour des troupes allemandes étaient devenus pratiquement impossibles. Les chasseurs bombardiers alliés, opérant en rang de cabine et coordonnés par des observateurs avancés, pouvaient atteindre n'importe quelle cible en quelques minutes. Les chiffres étaient accablants, 12 000 avions alliés contre 300 à 500 Allemands. 5 000 à 8 000 sorties quotidiennes contre 50 à 100 lorsque cela est possible. Une fois la poussière retombée, les chiffres finaux de la Normandie comptaient. L'histoire d'une guerre industrielle a porté à l'extrême, entre le 6 juin et le 30 août 1944, les Alliés ont atterri 2,5 millions d'hommes, 438 471 véhicules et 3,9 millions de tonnes de fournitures, tout en effectuant plus de 480 000 assautes aériennes. Pertes allemandes ? 240 000 morts, 200 000 prisonniers, 2200 a détruit des chars de vol et des canons, 40 divisions anéanties. En 1954, 10 ans après le jour J, des responsables allemands survivants se sont réunis à Bonn pour un symposium privé sur la Normandie. Le général Günther Blumentritt, qui avait été chef d'état-major de Rommel et Kluge, a prononcé les mots qui échoent dans l'histoire: « J'ai appris à Normand que la guerre avait changé pour toujours. » Ce n'était plus une confrontation de armées, mais des systèmes économiques. Les bouledoules américains poussant nos réservoirs détruits pour faire leur chemin vers leurs camions d'approvisionnement. Les officiers qui ont survécu à la Normandie n'ont jamais été les mêmes. Hans Pedel est devenu un général de l'OTAN, aidant à intégrer l'Allemagne de l'Ouest à l'Alliance occidentale.
de nombreux anciens combattants de la campagne sont devenus des défenseurs de l'intégration économique européenne, en comprenant que seule l'union des ressources pourrait un jour assimiler à la puissance industrielle américaine. Le maréchal Albert Kesselring, qui avait commandé les forces allemandes en Italie, a comparé ses expériences. En Italie, nous pouvions combattre les Alliés relativement égaux. En Normandie, sur un terrain ouvert où ils pouvaient déplier toutes leurs forces industrielles, nos troupes ont été effacées. Le 6 juin 1984, à l'occasion du 40e anniversaire de D-Day, Walter Olmsen est retourné à la batterie de Crisbeck en tant qu'invité d'honneur. L'ancien Oberleutnant, 73 ans, se positionnant dans le même poste d'observation d'où il avait vu la flotte envahissante 4 décennies plus tôt. S'adressant à des vétérans alliés et allemands, il a reflété, il y a 40 ans, j'étais ici et j'ai vu l'impossible, une mer couverte d'horizon à l'horizon. À ce moment, je savais que tout ce qu'il m'avait appris était mal. Les nations faibles ne construisent pas 7000 navires. Les nations divisées ne coordonnent pas une telle invasion. Il a tiré ses canons contre ce renforcement, et aurait bien pu jeter des pierres à la marée. Ils ont coulé plus frais et endommagé d'autres. Mais pour chaque navire, une centaine est passée indemne. Aujourd'hui, les jeunes officiers étudient les tactiques de la Normandie. Mais la vraie leçon est plus simple et plus brutale. Dans la guerre moderne, le côté qui peut produire sans limite, innover sans crainte et se déplacer sans obstacle ne gagne pas seulement. Il redéfinit ce que signifie perdre. Qui produit plus domine plus. C'est l'équation implacable que l'histoire nous a appris. La capacité industrielle n'est pas seulement un soutien à la guerre, c'est la guerre. Cette marée de navires qui a brisé l'horizon le matin du 6 juin n'était pas seulement une flotte d'invasion. C'était l'Amérique transformée en machine de victoire, sa force d'usine convertie en puissance mortelle. Les officiers allemands qui ont regardé, béants, ces près de 7000 navires avançant n'ont pas seulement été témoins d'un atterrissage. Ils ont vu l'avenir se matérialiser devant les yeux, un avenir dans lequel les usines décident des batailles, où les tapis de production dictent des destinations, où la logistique écrase la stratégie. L'image qui les a poursuivis pour le reste de la vie n'était pas celle des soldats, mais d'une énorme force industrielle, la démocratie convertissant son potentiel de sommeil en un flot d'acier, de carburant et de munitions. Ce n'était pas seulement des navires, c'était la preuve que, pendant la guerre moderne, les vertus militaires traditionnelles, la discipline, les pièces secondaires de génie tactique, face aux mathématiques brutales de la production de masse. Ils s'étaient préparés à affronter des armées. A plutôt trouvé la capacité illimitée d'une nation qui pourrait forger des réservoirs plus rapides. D'après ce qu'ils les ont détruits, construisent des avions plus rapidement qu'ils ne les giflent, entraînent des soldats plus rapidement qu'ils ne les ont tués. À ce moment de lucidité cruelle, ces officiers ont compris, ils ne perdaient pas de guerre. Ils étaient balayés par une révolution. La défaite n'est pas venue faute de bravoure, mais faute de vice. Ce n'était pas une erreur de commande, mais une phrase dictée par les feuilles de calcul de production. Le verdict a été écrit en acier qui couvrait le canal Spot le 6 juin 1944, lorsque 7000 navires ont proclamé au monde que l'Amérique avait apporté sa force industrielle en Europe, et que, à partir de ce jour, pas de première ligne, pas de tranchées, aucun plan de bataille ne serait à nouveau le même. La guerre ne serait jamais un duel de généraux. Ce serait avant tout un test de ceux qui pourraient soutenir le rythme de la destruction créative. Et ce jour-là, l'horloge de l'histoire a été ajustée pour toujours.